Dans cette vidéo, nous regardons ensemble comment on peut juger de la qualité de modèles binomiaux avec trois groupes, et donc à trois paramètres de probabilité inconnus, avec l'approche par comparaison des vraisemblances. Alors, on développe un petit calcul qui ressemble beaucoup à celui qui a été fait dans le cours précédent sur la comparaison de deux probabilités sur groupe indépendant. Ici, ce calcul ne se trouve pas développé in extenso dans la fiche en ligne que vous avez sous les yeux, et ça n'est pas forcément très important. Les plus curieux parmi vous pourront se référer au manuel de cours si vous voulez voir la démonstration qui permet d'arriver à ces expressions. Le plus important, c'est de retenir simplement que nous allons hiérarchiser les modèles en calculant pour chacun d'entre eux une vraisemblance. La vraisemblance du modèle M0, celui qui prétend et qui affirme l'absence de différence entre les trois probabilités, vous l'avez ici, sur la première expression numéro 1. La vraisemblance nécessairement intégrée, du coup, du modèle saturé, vous l'avez ici. Vous notez au passage une grande ressemblance entre ces deux équations de vraisemblance et celles que nous avions rencontrées dans le cas de groupe. Au fond, dans le cas de groupe, il y avait juste le CN3K3 ici et qui changeait par rapport à la formule A de groupe. Et ici, pour la vraisemblance du modèle saturé, du modèle de la différence, comme nous l'avions appelé, le terme qui contient un numéro 3, donc 1 sur n3 plus 1, n'apparaissait pas, bien évidemment. Donc ce sont exactement les mêmes formules. Au fond, simplement, à chaque fois qu'il y aura un groupe supplémentaire dans nos études et dans nos analyses, on verra ici un terme combinatoire supplémentaire, par exemple CN4K4 si nous avions 4 groupes, et ici on aurait 1 sur N4 plus 1 si nous avions un quatrième groupe pour la vraisemblance du modèle saturé. Quand on fait le rapport entre ces deux expressions pour calculer le rapport de vraisemblance du modèle saturé sur le modèle nul, on trouve là encore une expression très semblable à celle que nous avions dans le cas de groupe. Simplement, vous voyez un troisième facteur ici au dénominateur est venu faire son apparition, CN3K3, N3 plus 1. Si on avait un quatrième groupe, eh bien on aurait ici derrière CN4K4, N4 plus 1, et ainsi de suite. Donc c'est l'un des avantages de calculer un rapport de vraisemblance, toujours par rapport au modèle nul, au modèle de l'absence de différence, c'est que la formule ne change pas. Elle sera absolument identique à chaque fois que nous aurons à comparer des groupes indépendants, simplement un facteur supplémentaire ou un morceau supplémentaire viendra s'ajouter spécifiquement pour le groupe supplémentaire qu'on a intégré et qu'on veut prendre en compte. Et puis il y a une deuxième formule que vous pouvez photographier un petit peu, qui est celle qu'on va rencontrer quand on va vouloir comparer au modèle nul, puisque ce sera lui notre base de référence, quand on voudra comparer ce que nous allons appeler un modèle contraint. C'est-à-dire, dans la comparaison à trois groupes, un modèle qui affirme l'égalité de deux probabilités ou l'équivalence de deux conditions d'une certaine manière. Par exemple, si on étudiait un modèle qui dit que pi2 est égal à pi3, eh bien, on retrouverait dans le calcul du rapport de vraisemblance de ce modèle-là par rapport à M0 une formule qui est vraiment tout à fait analogue et tout à fait similaire à celle que nous avons déjà rencontrée quand on comparait deux groupes simplement, où apparaissent ici simplement ce que j'ai envie d'appeler une fusion de groupes. Vous voyez, les nombres de sujets impliqués dans les conditions 2 et 3 se trouvent mélangés dans un effectif commun que j'appelle N2,3. Le nombre de reprises de poids K2, 3 ici est simplement le nombre additionné des reprises de poids dans les groupes 2 et 3, et l'effectif N de 3 apparaît également ici, où dans N de 3, nous avons simplement le nombre de sujets dans le groupe 2 plus le nombre de sujets dans le groupe 3, et dans le nombre de reprises de poids K de 3, nous avons simplement l'addition des reprises de poids dans les groupes 2 et 3. Donc c'est là aussi un des avantages de proposer cette formule de rapport de vraisemblance par rapport au modèle M0 pris comme base de référence, c'est que les formules sont cohérentes, stables et relativement simples. On voit que quand on pose une contrainte d'égalité, on se retrouve simplement avec la formule du rapport de vraisemblance à deux groupes. Je n'insiste pas beaucoup sur ces formules parce que je ne souhaite pas nécessairement que vous les mémorisiez en tant que telles, mais que vous en compreniez la logique, ça oui, et que vous compreniez ce que représente un rapport de vraisemblance qui fonctionne toujours comme les plateaux d'une balance en quelque sorte. S'il est supérieur à 1, ça milite en faveur du modèle dont la vraisemblance est en haut du rapport, et s'il est inférieur à 1, ça milite en faveur du modèle dont la vraisemblance est simplement en bas du rapport. L'interface graphique va calculer pour vous toutes ces valeurs, donc il n'est pas utile de faire les calculs à la main, mais gardez toujours à l'esprit, bien sûr, l'interprétation et le sens de cette statistique. Nous, ici, on n'aura pas juste deux modèles, vous l'avez compris, on en aura 5 dans cet exemple du traitement de l'anorexie par la psychothérapie. On aura 5 modèles à tester,
Et notre stratégie, pour pouvoir bénéficier de la simplicité de ces formules, ici, va être de comparer tous les modèles au modèle M0. Alors évidemment, si on compare le modèle M0 à lui-même, pris comme base de référence, le rapport de vraisemblance sera toujours égal à 1. Mais simplement, le fait de comparer les autres modèles et leur vraisemblance au modèle M0 et sa vraisemblance va suffire en réalité pour pouvoir hiérarchiser tous les modèles entre eux. Il ne sera pas nécessaire de faire toutes les comparaisons par paire de modèles. La comparaison au seul modèle M0 est suffisante, et pour vous en convaincre, on peut prendre cet exemple très simple d'un modèle M1 par exemple, prenons cet exemple, d'un modèle M1 qui serait 2 fois plus vraisemblable que le modèle M0, et d'un modèle M2 qui lui serait 4 fois plus vraisemblable que le modèle M0. Si nous étions dans cette situation, nous en déduirions immédiatement que le modèle M2 est 2 fois plus vraisemblable que le modèle M1. Donc au fond, en comparant M1 et M2 ici au même et unique modèle M0, nous obtenons les moyens indirectement de pouvoir les comparer entre eux, M2 et M1, de manière tout aussi valable. Donc en pratique, c'est ce que nous ferons. Nous comparerons tous les modèles au seul modèle M0, et le rapport de vraisemblance que nous obtenons ainsi, les différents rapports de vraisemblance que nous obtenons ainsi, seront au fond des mesures de qualité que nous pouvons directement comparer d'un modèle à l'autre, sans avoir eu besoin de faire les rapports de vraisemblance par paire. Regardons ce que ça donne à travers une interface qui fera tous ces calculs pour nous. Et elle se trouve ici dans cet atelier numéro 2. On va réduire un tout petit peu la taille de l'affichage pour qu'il n'y ait pas trop de superposition. Et on va essayer de répondre aux différentes questions. Vous avez là une interface qui est un logiciel statistique en réalité, qui est directement intégré dans la page de l'atelier qui est ici, car en saisissant les données dans cette interface, on va pouvoir obtenir les différentes mesures de rapport de vraisemblance qui nous intéressent. La première question posée, c'est combien y a-t-il de modèles possibles dans cette situation où nous comparons 3 groupes. On a déjà vu ça précédemment. Nous savons que quand on compare 3 groupes, il y a le modèle de l'absence de différence, il y a le modèle qui postule toutes les différences, donc avec 3 probabilités différentes, et puis vous avez 3 modèles intermédiaires qui affirment l'égalité de 2 probabilités, et puis la distinction d'une 3e probabilité, et des modèles comme ça, il y en a 3. Donc au final, ça nous fait 5 modèles de manière combinatoire. Quand on compare 3 groupes, il y a 5 modèles différents que l'on peut distinguer par contrainte ou relaxation de contrainte sur les probabilités. Si on saisit les données de l'étude, on va pouvoir commencer à faire des calculs de vraisemblance. Ici, dans cette étude, rappelez-vous, c'est en haut de la page, sur les 26 personnes que compte le premier groupe, il y en avait 11 qui ont repris du poids. Il y en avait sur les 29 personnes du deuxième groupe, 19 qui ont repris du poids. Nous allons appeler ça les succès. Donc je saisis pour l'instant la colonne des succès. Et sur les 17 qui étaient dans le groupe de thérapie familiale, il y en avait 15 qui ont repris du poids. Dans la colonne des échecs, eh bien, on saisit les compléments au total, le complément à l'effectif total du groupe. Faites bien attention à ça, ce ne sont pas les effectifs de groupe que l'on saisit ici, mais le complément sur l'effectif de groupe, c'est-à-dire le nombre d'échecs. Sur 26, s'il y a 11 succès, alors il y a 15 échecs, c'est-à-dire 15 non-reprises de poids. Sur 29, s'il y a 19 reprises de poids, alors il y a 10 non-reprises de poids. Et sur 17, s'il y a 15 reprises de poids, alors il y a 2 non-reprises de poids. La colonne des fréquences n'est pas une colonne que nous devons remplir dans ce tableau-là. Elle va se remplir, vous allez le voir, automatiquement. Elle n'est d'ailleurs pas éditable. Vous allez voir que vont apparaître ici, automatiquement calculées, les fréquences qui se déduisent du modèle que vous allez tester à chaque fois. C'est ce que nous allons appeler, au fond, les fréquences modèles dans cette colonne. Et puis cette dernière colonne qui se trouve ici, c'est la plus importante de toutes. C'est là que vous allez saisir vos différentes hypothèses. Par exemple, ici on vous demande de saisir le modèle saturé, c'est-à-dire le modèle qui distingue les 3 groupes, qui distingue les 3 probabilités de reprise de poids. Par conséquent, nous allons saisir, alors l'interface ne comprend pas les symboles grecs, mais nous pouvons lui saisir au fond n'importe quelle chaîne de caractères pour peu qu'elle soit différente sur les 3 lignes. Je vous propose d'adopter une écriture qui est aussi parallèle que possible avec l'écriture statistique. Je vais appeler pi1, pi2 et pi3, les 3 labels, les 3 noms de probabilité qui permettent à l'interface de comprendre que nous supposons qu'en effet, il y a 3 mécanismes aléatoires différents
qui se produisent dans chacun de ces trois groupes, pi1, pi2, pi3. J'aurais pu aussi bien, dans cette colonne, mettre A, B, C, ou 1, 2 et 3, tout simplement. La seule chose que va regarder l'interface, c'est si vous saisissez des symboles ou des chaînes de caractères qui sont différentes ou identiques sur telle ligne ou telle ligne, et ça lui suffit comme information pour savoir exactement quelles contraintes d'égalité vous avez en tête. Ici, quand on lui demande de calculer, eh bien, il nous indique d'une part le nombre de modèles possibles, on a déjà répondu à cette question, mais il nous indique aussi le rapport de vraisemblance entre ce modèle cible ou modèle théorique, qui se trouve appelé MT ici dans l'interface. Donc BT0 représente le rapport de vraisemblance entre ce modèle théorique, ici, et implicitement le modèle nul, c'est-à-dire le modèle de l'absence d'effet, de l'absence de différence, pris comme base de référence. 11, 18, 36, voilà le rapport de vraisemblance qui vient qualifier la qualité de ce modèle comparativement au modèle nul pris comme base de référence. Si on regarde cette valeur, si on juge de l'évidence en faveur de ce modèle, sur l'échelle de qualité, vous vous rappelez que nous avions défini ensemble, au-dessus de 3, on dit que l'évidence est positive, au-dessus de 20, on dit que l'évidence est forte. Ici, on n'est pas dans la zone de l'évidence forte, mais en tout cas, on est dans la zone de l'évidence positive, puisque le rapport de vraisemblance est suffisamment grand, entendez au-dessus de 3, c'est notre convention, pour qu'on puisse dire que l'évidence en faveur de ce modèle est positive. Alors, on ne va pas aller trop vite, malgré tout, dans la conclusion, puisque pour l'instant, nous n'avons testé qu'un seul modèle, le modèle saturé, et on a besoin bien sûr de savoir quels sont les autres rapports de vraisemblance sur les autres modèles pour savoir quel est au final le modèle que nous allons retenir. Cela signifie-t-il que MS est le meilleur des 5 modèles possibles? Vous l'avez bien compris, non. On a ici une mesure de ce que MS est meilleur que M0. C'est ça la comparaison qui est implicitement faite par ce calcul ici dans l'interface. En aucune manière cela veut dire que sur les 5 modèles possibles, MS est le meilleur de tous. Donc, ici, tout ce qu'on peut dire, c'est que MS est meilleur que M0, mais ça ne veut pas dire que MS est le meilleur de tous les modèles. Il faut bien entendu tester les autres pour en avoir le cœur net. Est-ce qu'on peut en conclure quand même quelque chose de cette première comparaison? Bien oui, parce que malgré tout, même si on ne sait pas si MS est le meilleur de tous les modèles, il y a une chose qu'on sait désormais, c'est que M0 n'est pas le meilleur modèle, puisqu'on a trouvé au moins un modèle qui est meilleur que lui. Donc M0 se trouve écarté d'emblée, et comme M0 affirme l'égalité des 3 probabilités, c'est-à-dire l'absence totale d'efficacité des psychothérapies, si nous rejetons M0, nous sommes en train aussi de rejeter l'hypothèse d'égalité des probabilités de succès, autrement dit, nous rejetons l'hypothèse d'absence d'effet des psychothérapies. Donc, peut-on conclure que les 3 conditions de traitement ne sont pas équivalentes? Oui, nous pouvons le conclure, nous pouvons en effet affirmer qu'il y a quelque part de la différence, même si pour l'instant, strictement parlant, nous ne savons pas encore exactement où, car nous avons rejeté M0, et par conséquent, nous avons rejeté l'hypothèse d'absence de différence. Combien MS, ce modèle que nous venons de tester, compte-t-il de paramètres inconnus? Eh bien, il suffit de regarder combien de symboles différents nous avons supposés, pi1, pi2, pi3. Ce modèle compte 3 paramètres inconnus. D'un point de vue psychologique, le modèle MS représente la théorie qui postule au fond une différence entre TCC et contrôle, qui postule une différence entre thérapie familiale et contrôle, autrement dit, qui témoigne d'une hypothèse, premièrement, d'efficacité des thérapies, mais deuxièmement, d'efficacité différentielle des psychothérapies, car Pi2 est différent de Pi3 dans ce modèle. Donc, au fond, on a là une hypothèse psychologique complexe qui postule une efficacité des 2 formes de psychothérapie, mais une efficacité qui est différente d'une condition à une autre. Combien le modèle M0 compte-t-il de paramètres inconnus? Le modèle M0, c'est un modèle qui affirmerait Pi1, 2, 3, Pi1, 2, 3, Pi1, 2, 3, la même probabilité dans les 3 conditions, par conséquent, un seul paramètre inconnu. Est-ce que nous avons vraiment besoin de tester ce modèle-là, qui d'un point de vue psychologique représente la théorie qui dit qu'aucune des 2 thérapies n'est efficace, bien sûr, si Pi2 est égal à Pi1 et Pi3 est égal à Pi1, autrement dit les 3 probabilités au final sont égales, alors ça signifie qu'aucune des 2 thérapies n'est efficace. Avons-nous réellement besoin de tester ce modèle-là dans l'interface pour calculer son rapport de vraisemblance? Non, en fait, dans ce cas de figure, puisque M0 est pris comme base de tous les calculs, si nous
faisions ce calcul ici dans l'interface, on trouverait simplement L0 divisé par L0, autrement dit 1, et nous n'avons pas besoin de faire le calcul pour ça, nous savons que la valeur 1 est le rapport de vraisemblance de base, celui de M0 par rapport à lui-même, et c'est cette valeur de 1 qui va représenter en quelque sorte l'origine de notre échelle de mesure sur les qualités de modèle. Si maintenant on teste un modèle qui affirme que les deux formes de psychothérapie ont bien un impact, mais un impact identique. Alors si elles ont un impact, il faut que pi2 soit différent de pi1, il faut que pi3 soit différent de pi1, mais par contre, si cet impact est identique, ça veut dire que pi2 est égal à pi3. Par conséquent, on va donner un nom unique à ces deux probabilités, pi2,3, pi2,3, et en faisant ça, je suis en train de poser une contrainte d'égalité en imposant que le modèle soit estimé avec pi2 égal à pi3, ce qui traduit littéralement l'hypothèse selon laquelle l'efficacité est exactement la même pour les deux formes de psychothérapie. On peut regarder ce que ça donne en termes de rapport de vraisemblance. Vous voyez qu'on obtient une valeur qui est pratiquement égale à 9 ici. Donc ce modèle-là est meilleur que M0. Par contre, vous notez au passage que son rapport de vraisemblance n'est pas aussi bon que celui que nous avions tout à l'heure pour MS, qui était à 11. Ici, nous sommes à 9 à peu près. Par conséquent, ce modèle-là, certes, est meilleur que M0, mais il n'est pas meilleur que MS que nous avions tout à l'heure. Et nous avançons ainsi de proche en proche, de modèle en modèle. Si nous devions ici, pour l'instant, choisir un modèle parmi les trois que nous avons sous la main, M0, MS et M1, pour l'instant, c'est MS que nous garderions puisque son rapport de vraisemblance est à 11. Quel est le jeu de symboles qui correspond au modèle M2, affirmant que seule la thérapie familiale est efficace? Si seule la thérapie familiale est efficace, alors je dois avoir ici un symbole pi3 qui est distinct du symbole pi1 apparaissant dans la condition contrôle. Par contre, si c'est seulement la thérapie familiale qui est efficace, ça signifie que la thérapie cognitive ne l'est pas, et par conséquent que la probabilité numéro 2 est égale à la probabilité numéro 1. On devrait donc avoir dans les deux premiers groupes un seul et unique symbole de probabilité, pi1,2, pi1,2. Voilà le jeu de symboles pi1,2, pi1,2, pi3, qui traduit l'hypothèse psychologique selon laquelle seule la thérapie familiale se distingue de la condition contrôle. La TCC, elle ne se distingue pas de la condition contrôle. On voit que la probabilité est absolument identique dans les deux conditions. Pi1,2, pi1,2, pi3, c'est ça le jeu de symboles de probabilité qui traduit notre hypothèse. Si on teste ce modèle-là, alors on trouve un facteur de Bayes qui est à 8,11, ce qui signifie que ce modèle-là, M2, est 8,11 fois plus vraisemblable que M0. Cependant, il est en dessous en qualité des deux précédents modèles, MS et M1, qui eux, je vous le rappelle, étaient à 11 et à 9 respectivement. 8,1124, voilà la valeur du rapport de vraisemblance qui vient mesurer sa qualité relative par rapport à M0. Si on s'intéresse maintenant à un troisième modèle qui affirme que seule la thérapie cognitive comportementale est efficace, si seule la thérapie cognitive est efficace, alors il faut son paramètre spécifique de probabilité à cette condition. Mais par contre, si c'est seulement celle-ci qui est efficace, ça signifie que la condition thérapie familiale ne se distingue pas de la condition contrôle et que nous avons par conséquent un seul et unique paramètre de probabilité qui réunit les deux conditions, contrôle et thérapie familiale. C'est la même probabilité dans les deux conditions, ce qui signifie que quand vous mettez de la thérapie familiale, il n'y a pas de plus-value par rapport à la condition contrôle. C'est une autre manière de qualifier l'inefficacité de cette forme de psychothérapie hypothétique ici. Par contre, pi2 est un symbole que je laisse ici différent, ce qui vient traduire l'hypothèse selon laquelle, en effet, il y a bien une différence entre la condition 1 et la condition 2, autrement dit une efficacité de la thérapie cognitive comportementale. Pi1,3, pi2, pi1,3, voilà la structure de probabilité qui traduit l'hypothèse psychologique en mots selon laquelle seule la thérapie cognitive comportementale est efficace. Si on teste ce modèle-là, on voit un rapport de vraisemblance égal à 0,3082. Vous notez qu'avec une telle valeur de rapport de vraisemblance, on voit tout de suite, parce que cette valeur est inférieure à 1, que le modèle M0, le modèle de référence, est meilleur que celui-là. Le modèle qui suppose qu'il n'y a pas de différence entre les conditions est meilleur que ce modèle qui suppose ici que seule la thérapie cognitive comportementale est efficace. C'est dire à quel point ce modèle-là
le modèle M3 n'est pas un bon modèle. Il est en tout cas encore moins bon que le modèle qu'on a déjà écarté, c'est-à-dire le modèle M0. Au final, quel est le meilleur de tous les modèles? On n'a pas trouvé mieux que le rapport de vraisemblance du modèle saturé, qui était à 11 et quelques, vous vous en rappelez. Pour l'instant, et à vrai dire définitivement, puisque nous avons fait le tour de tous les modèles possibles, c'est le modèle saturé qui est le meilleur modèle dans cette situation. Et on peut vérifier cette hypothèse ou cette conclusion en utilisant l'option de calcul automatique. Nous avons fait ici à la main l'évaluation de tous les modèles possibles les uns après les autres, mais en réalité cette interface vous permet de le faire en une seule fois, automatiquement. Si vous cliquez sur l'option meilleur modèle et si vous recalculez, automatiquement l'interface remplit ici la structure de probabilité qui est la meilleure possible, c'est-à-dire qui a le facteur de Bayes, le rapport de vraisemblance, le plus élevé possible. Il l'a rempli, vous la voyez, cette colonne modèle avec des nombres entiers, 1, 2 et 3, ce qui veut dire la même chose que pi1, pi2, pi3, ou ce qui veut dire la même chose que A, B ou C. L'important est que dans cette colonne, il a saisi 3 symboles différents, ce qui vient traduire le fait que nous supposons 3 probabilités différentes de manière sous-jacente. Donc le meilleur modèle correspond à la structure de probabilité pi1, pi2, pi3, c'est ce que nous apprend cette interface. Au fond, qu'est-ce qu'on va conclure d'un point de vue psychologique? Nos conclusions, c'est très important de comprendre ça dans cette approche par comparaison de vraisemblance. Une fois sélectionné le meilleur modèle, nos conclusions sont très précisément ce qu'affirme le meilleur modèle. Ici, c'est le modèle saturé que nous avons retenu, et le modèle saturé, il affirme 2 choses. Premièrement, que les conditions psychothérapie se distinguent de la condition contrôle, donc il y a une efficacité de la psychothérapie, et deuxièmement, que les 2 probabilités au sein des conditions de psychothérapie sont différentes également. Autrement dit, qu'il y a une efficacité différentielle entre les 2 formes de psychothérapie. Donc, on conclut ici qu'il y a une efficacité de la psychothérapie, mais que cette efficacité est différente de l'une des formes à l'autre. Au vu des fréquences estimées, et vous voyez qu'il les a remplies automatiquement, on peut désormais interpréter les ordres de grandeur. C'est-à-dire, maintenant qu'on s'est convaincu que la structure était en 3 probabilités différentes, nous pouvons regarder a posteriori dans quel sens s'est manifestée la différence de probabilité. Et on voit que la hiérarchie se fait dans l'ordre thérapie familiale, thérapie cognitive comportementale et groupe contrôle. La thérapie familiale et la TCC sont plus efficaces que la condition contrôle, il y a donc bien une efficacité de la psychothérapie, mais la thérapie familiale est plus efficace que la thérapie cognitivo-comportementale. Et vous voyez que dans cette étape 2 de conclusion, où je commente les ordres de grandeur des fréquences empiriques, je ne suis pas en train de baser mon inférence sur les probabilités, sur les fréquences. L'inférence, elle est menée sur les probabilités grâce au facteur de Bayes, au rapport de vraisemblance. C'est lui qui m'apprend que la conclusion que nous devons tirer dans cette expérience est que les 3 probabilités sont différentes. Et c'est uniquement après que cette structure a été découverte que je m'autorise à aller regarder les fréquences, simplement pour illustrer la direction de l'effet. Ce n'est pas la même chose que de baser son inférence simplement sur un commentaire à vue de statistiques descriptives. C'est quelque chose que nous faisons dans un second temps seulement, une fois l'inférence réellement faite sur les probabilités. Pour conclure, vous voyez que dans cette manipulation de l'atelier ici, les choses sont très simples. On saisit les données en succès et en échec, et on va directement à l'essentiel. On sélectionne l'option meilleur modèle et on calcule, et l'interface vous renseigne sur le meilleur modèle. Votre conclusion psychologique est alors simplement les affirmations portées par le meilleur modèle, et l'analyse est alors extrêmement rapide. Au final, ce que vous avez vu dans cet atelier, c'est un certain nombre de points et de choses. D'une part, la manipulation des contraintes d'égalité pour traduire des hypothèses psychologiques très précises, et c'est l'originalité de cette approche. Vous voyez que nous sommes au fond en train d'analyser une table de contingence, un tableau de comptage, en étant capable d'opérer des contrastes extrêmement précis dans cette table. Il se peut, si vous avez été formé dans d'autres universités, il se peut que vous ayez appris, dans cette situation où on analyse des comptages, à utiliser des statistiques qu'on appelle les statistiques de qui-deux. Et ces statistiques qui sont classiques en psychologie, mais qui sont désormais un petit peu désuètes et un peu anciennes, ne permettent pas de réaliser de tels contrastes précis et locaux sur une table de contingence. Donc c'est l'avantage, ou c'est un autre des avantages de cette approche qui vous est proposée ici. On a vu comment la comparaison du modèle nul, le modèle de l'absence de différence, est triviale, puisque son rapport de vraisemblance dans cette approche sera toujours égal à 1,
et ce n'est pas du tout un problème. Il représente en quelque sorte un modèle de référence pour toutes les comparaisons que nous voulons faire. Et pour tirer une conclusion, dans cette approche, il est important de tester tous les modèles possibles, et c'est précisément ce que fait automatiquement pour vous cette interface. Et enfin, dernier point, mais on le commentera mieux dans la fiche suivante, les fréquences que nous commentons dans un tel atelier sont ce qu'on appelle des fréquences modèles. Ce sont les fréquences qui se déduisent du modèle que l'on aura retenu. En l'occurrence, dans l'atelier précédent, parce que le modèle retenu est le modèle saturé, le modèle qui suppose 3 probabilités différentes, nous nous retrouvons avec 3 fréquences estimées en face qui sont différentes. Mais vous devez garder d'ores et déjà à l'esprit que si nous avions retenu un autre modèle avec au moins une contrainte d'égalité, eh bien certaines de ces fréquences dans le tableau ici seraient égales. Ce qui signifie que ce que nous avons dans la colonne des fréquences ici n'est absolument pas une colonne de fréquences descriptives, ce sont les fréquences que l'on calcule d'après une certaine structure de probabilité découverte par l'analyse. C'est ce que nous appelons des fréquences modèles. On étudiera ça dans l'analyse de cas de figure où le nombre de groupes est plus important. Vous verrez apparaître ce calcul des fréquences modèles et la manière dont il peut servir de support à l'interprétation de la direction des effets.